Bonsoir, vous êtes bien sur Média Pro et soyez les bienvenus. Nous reviendrons ce soir au sommet de l'OTAN, histoire de voir de près et surtout de tenter de décrypter le mode de communication des dirigeants et de décoder les non-dits dans le geste et dans le verbe. L'actualité, c'est aussi l'agression contre l'Iran. Nous aborderons comment les médias ont abordé et surtout comment ils ont analysé ce cessez-le-feu. Le dossier sahraoui revient en force dans les médias en dépit des vents qui n'ont pas forcément soufflé dans le sens des navires et tel que l'espérait. Et nous allons justement revenir sur le Maroc où toutes les tentatives pour faire croire à la normalité de la normalisation sans bien sûr vouloir faire de jeu de mots, des tentatives qui ont été vouées à l'échec. En atteste de cela le Front civil qui appelle la population à sortir en masse pour dénoncer cette normalisation et mettre fin à cette alliance contre nature. Bien sûr, nous reviendrons également sur la question mémorielle et l'importance des archives filmiques ou, si vous souhaitez, quand le cinéma devient l'outil de travail historique de cette quête mémorielle ô combien importante. Tout de suite, le débat. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous Faisal Matawi, notre chroniqueur à Média Pro. Faisal, bonsoir. Bonsoir Leila. Et Sofiane Baroudi, notre journaliste à Al24, à la rédaction, journaliste, éditorialiste et bien sûr rédacteur. Monsieur, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, une semaine chargée, on va dire, d'autant plus qu'il n'y avait pas l'hebdo, parce que l'actualité oblige, il y avait des couvertures spéciales, pardon. Et aujourd'hui, on revient justement à ce foisonnement, je dirais, de l'actualité et bien sûr l'agression contre l'Iran qui a fait les unes de pratiquement tous les journaux de la rédaction et pas seulement chez nous. Alors, il y a eu ce sommet de l'OTAN pour commencer, Faisal Metawi. Alors, on a vu quand même dans ce sommet des vertes et des pas mûres. On a vu de toutes sortes de couleurs, des déclarations. Et surtout, on a vu quand même une image de famille où l'image ne donnait pas du tout cette unité et que l'OTAN semble vouloir absolument vendre. Oui, absolument. L'OTAN, c'est l'Alliance transatlantique Nord, une organisation qui aurait pu disparaître après la chute du mur de Berlin. Vous savez qu'à l'époque, il y avait un deal pour que, après la chute du mur de Berlin, donc la fin supposée de la guerre froide, l'OTAN devait disparaître parce que le pacte de Varsovie, qui regroupait les pays donc, de l'Europe orientale, de l'Europe de l'Est, avait disparu. Donc les Occidentaux, encore une fois, n'ont pas tenu parole. Et l'Alliance Atlantique est toujours là, toujours présente. Et le président Donald Trump a demandé à ses pays membres, à ses alliés, de dépenser plus d'argent pour acheter de l'armement. On présente ça comme un budget de dépenses et il a donné le chiffre de 5%. Ouais. 5% du PIB, du produit intérieur brut de chaque État, pour les dépenses militaires. Évidemment, ça a suscité un débat interne entre les alliés parce qu'il y a des pays qui ont refusé, qui ont dit que ce n'était pas réalisable parce que déjà ils ont des dépenses qui sont plus importantes dans d'autres secteurs. On a vu par exemple la Belgique refuser d'appliquer cette règle. L'Espagne aussi. Hein. L'Espagne aussi, en estimant que 2% c'était largement suffisant. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu dans la charte de l'OTAN, c'est-à-dire 2% du PIB. Donald Trump a présenté le sommet de l'OTAN comme un succès, parce que sa proposition d'aller vers 5% a été acceptée par une partie des alliances, mais si vous voulez, on a donné une image de famille, une apparence d'union, mais il n'y a pas vraiment d'union, parce qu'il y a des divisions sur la politique de l'OTAN dans le futur, mais également sur certaines politiques, parce que vous savez, Leïla, on en a déjà parlé dans cette émission, l'Europe peine toujours à avoir sa propre politique de défense. La politique de sécurité et de défense qui n'a jamais été pu être appliquée par les pays de l'Union européenne. Et il y a eu des débats interminables sur ça, mais malgré ça, ça veut dire que les Européens se sentent comme toujours sous la coupe de l'OTAN. Et Trump le rappelle que l'OTAN est là pour protéger les Européens, mais en même temps, parallèlement, il y a une guerre commerciale qui est livrée entre les deux blocs, entre les États-Unis et l'Europe. Et vous savez que le président Trump a décidé d'imposer des
des taxes pour les produits européens. Donc d'une partie, on donne l'impression d'être d'accord sur les aspects militaires. D'ailleurs, il faudrait bien que des experts nous expliquent pourquoi on monte à 5%. D'un côté, Washington plaide pour la paix, pour la fin de la guerre, et elle a parrainé, Washington a parrainé récemment l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Comme le président Trump s'est vanté d'avoir aussi imposé la paix entre l'Inde et le Pakistan, bien que les deux pays se livrent chaque 10 ans, 15 ans des guerres ou des batailles. Et en même temps, on demande à augmenter les dépenses militaires. Est-ce qu'on peut préparer des guerres futures? Parce que quand on dépense 5% d'un PIB qui est chiffré à des milliards de dollars, ça veut dire qu'on peut acheter beaucoup d'armements ou pour faire fonctionner les usines de l'industrie de l'arme. Ce qu'on appelle le complexe militaire industriel. Donc il y a toujours ces questions qui sont posées à cette organisation transatlantique qui après donc, la fin de la guerre froide, peine à se placer dans l'échiquier mondial. Sofiane Baroudi, il faut dire que dès le début, lorsque donc Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, on a vu des réactions des pays européens, dont l'Allemagne par exemple, qui a tout de suite annoncé qu'elle allait justement revoir son budget militaire à la hausse. Et aujourd'hui, on voit que c'est tous les pays européens qui suivent de concert aujourd'hui. Est-ce que c'est pour montrer finalement une patte blanche à Trump ? Alors déjà, il faut savoir que le problème qu'a posé le président américain Donald Trump dès son arrivée, le fait qu'il estime et que aussi le mouvement Make America Great Again, il est à la tête de ce mouvement-là, qui est un mouvement nationaliste américain, estime qu'il y a un désengagement des Européens sur les différents théâtres de conflit au nom de l'OTAN et que les États-Unis dépensent beaucoup plus d'argent et de moyens militaires que tous les autres alliés réunis. Par exemple, le problème qui a été posé dès le départ pour la résolution du conflit ukrainien, qui reste toujours un des grands problèmes de l'Alliance Atlantique et surtout des discordes qui s'installent, c'est le fait que les Américains aient dépensé plus de 300 milliards de dollars pour aider justement l'armement et le réarmement de l'armée ukrainienne face à une guerre d'attrition qui est menée par la Russie depuis 3 ans et qui détruit les capacités ukrainiennes qui doivent être régénérées. L'Union européenne, pour sa part, a dépensé à peine 100 milliards d'euros pour soutenir les Ukrainiens, alors qu'elle, si vous voulez, qu'elle multiplie en réalité les slogans. Sans parler que la plupart des promesses de dons, ce sont des promesses qui n'ont pas encore été mises en... En réalité, ce que reprochent les Américains, c'est le fait que les Américains aient donné sous forme de dons, justement, des aides et que les Européens, ça a été sous forme de prêts qui doivent être récupérés à travers des investissements et autres. On se rappelle par exemple aussi du clash qu'il y a eu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky autour de la volonté américaine, justement, qu'il y ait un contrat sur l'exploitation des terres rares, des minerais stratégiques et des minerais névralgiques dont regorge le sous-sol ukrainien en échange de la continuité du soutien intense en armement qui a dépassé les 300 milliards. D'ailleurs, il y a eu un quiproquo aussi sur le calcul exact. C'est pour ça que les Américains exigent à leurs alliés de faire hausser leurs dépenses jusqu'à 5% du PIB comme une garantie pour la continuation de l'engagement américain, notamment sur le flanc oriental de l'OTAN, qui est notamment le flanc oriental, c'est à peu près la Roumanie et la Pologne. Parce que l'Ukraine... Les anciens pays de l'Est. Exactement. C'est les pays baltes, la Roumanie et la Pologne. Exactement. Mais l'autre dissension, c'est le fait que l'Union européenne et beaucoup d'alliés insistent pour qu'il y ait une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et que les États-Unis refusent cela pour le moment parce qu'il y a une logique aussi de dialogue qui a été renouée avec Moscou qui n'a pas été acceptée par les autres alliés. Il faut se rappeler que le président Trump, dès sa venue au pouvoir, a renoué les contacts avec le président russe Vladimir Poutine, qu'il y a eu plusieurs échanges téléphoniques entre les deux chefs d'État, qu'il y a eu des sessions aussi de négociations à très haut niveau. Il a envoyé son envoyé personnel, Steve Witkoff, à plusieurs reprises pour négocier avec les Russes, avec les Ukrainiens. D'ailleurs, ça s'est passé en dehors de l'espace otanien. Ça s'est passé à Riyad, dans un premier temps, et ensuite à Istanbul, un autre pays de l'OTAN, mais qui est, on ne va pas dire en dissidence, mais qui est déjà, la Turquie est un pays de l'OTAN, mais qui continue à avoir des relations, notamment avec la Russie, avec d'autres pays en dehors du bloc atlantique. La Turquie a toujours voulu adhérer à l'Union européenne, l'Union européenne a refusé. Ils ont toujours refusé. Ils ont toujours imposé des conditionnalités parce que la seule contrainte, selon l'Union européenne, qui voudrait toujours être un ensemble, rester un ensemble judéo-chrétien, parce qu'il faut le dire, ça reste l'islam. C'est parce que la Turquie est un pays musulman. D'ailleurs, c'est la même chose qui est réservée à l'Albanie, qui est un pays musulman qui ne paraît jamais dans les radars. La même chose pour les Balkans, pour certains pays du Balkan comme le Kosovo. Et c'est vrai que ce que dit Sofiane est très, très juste parce que
le président Trump, depuis son arrivée, il veut mettre à côté l'Union européenne. L'Union européenne est écartée de beaucoup de décisions. Sofiane parlait des négociations de Riyad pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et curieusement, les Européens font tout pour que cette guerre ne s'arrête pas. C'est assez curieux. Personne ne plaide pour la négociation. À chaque fois, lorsque Moscou passe un grand pas ou un pas en avant, c'est toujours critiqué et attaqué. Et le président Trump aussi, même pour d'autres dossiers, ne sollicite pas les Européens, il ne les considère pas comme des interlocuteurs. C'est peut-être la fin du plan Marshall qui avait imposé, qui a fait la même mise américaine sur l'Union européenne. Mais là, effectivement, c'est un grand défi. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la politique de défense européenne, parce qu'il y a des divisions, parce qu'au sein même de l'Europe, depuis le Brexit, depuis la sortie de la Grande-Bretagne de cette union, il y a eu beaucoup de questionnements qui ont été posés aux Européens. Comment s'élargir vers l'Est? Comment affronter les Américains? Est-ce que les Américains sont des alliés ou des adversaires ou des concurrents commerciaux? Donc c'est des questionnements qui sont posés aujourd'hui à la diplomatie européenne, une diplomatie qui a été très critiquée pour ses silences sur les massacres à Gaza, les atrocités toujours commises par l'antisioniste. L'Union européenne n'a pas vraiment bougé. Et par ça, timidement, on a commencé à parler de la remise en cause de l'accord d'association. Mais c'est une diplomatie qui est vraiment en retrait par rapport à la diplomatie offensive du président Trump, parce que c'est vrai que depuis son arrivée, il a pris attache avec Moscou, alors que c'était presque un tabou. Il a contribué, il voulait trouver une solution à la guerre en Ukraine. Il a humilié publiquement en dehors des Européens, c'est-à-dire en dehors des Européens, Volodymyr Zelensky, en dehors des Européens, c'est-à-dire que les Européens vont rester de côté parce que vous avez été incapables, selon lui, de trouver une solution à la guerre. Donc laissez-moi faire. Il est en train de faire ce qu'il dit réellement. Il a dit que ça, pendant 3 ans, vous n'avez fait que gaspiller de l'argent. Encore plus, encore un point plus important que ça, à mon avis, c'est le fait qu'il ait fait en dehors des Européens, qu'il ait demandé aux Européens d'assurer un cessez-le-feu éventuel en déployant des dizaines de milliers de troupes pour assurer un cessez-le-feu. Ce qui a été considéré notamment par beaucoup d'observateurs et aussi par des militaires européens qui se sont prononcés comme étant une prise de risque maximale pour les armées européennes, parce que de toute façon, c'est qu'un cessez-le-feu va être compliqué à assurer entre l'Ukraine et la Russie, parce que les termes sont encore fragiles, qu'il y a des négociations complexes et que les deux camps restent, si vous voulez, très attachés à leurs revendications. Il y a un autre point de dissension important qui a marqué justement la nouvelle mandature du président Donald Trump, c'est J.D. Vance, le vice-président américain. On l'avait remarqué déjà à l'occasion du sommet de la sécurité à Munich, où il avait quasiment vilipendé les alliés par rapport à leur comportement, par rapport à leur passivité, par rapport au fait qu'il y ait des contributions qui soient mineures et par rapport au fait, comme considéré à Washington, qu'ils utilisent un peu la posture américaine pour imposer, si vous voulez, leurs objectifs stratégiques et aussi commerciaux propres. Et en réalité, à profiter des Américains. Il y a aussi d'autres dossiers qui font vraiment tâche et qui sont des clivages profonds. On se rappelle aussi de la visite de ce même vice-président au Groenland. Parce qu'il y a le dossier aussi du Groenland qui touche directement l'Union européenne, notamment un de ses membres, le Danemark, et qui a créé une crise diplomatique jamais vue depuis la création de ce qu'on appelle le bloc euro-atlantiste, c'est-à-dire depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis le débarquement de Normandie en réalité, et même le débarquement d'Afrique du Nord. Il a bouleversé complètement. Exactement, la zone a été bouleversée. Établi, il faut dire notamment l'ordre euro-atlantiste. Oui, c'était un ordre qui a été établi à un moment donné, mais effectivement, là par exemple, on est en train de parler, est-ce que l'Allemagne va reprendre son programme nucléaire d'armement? Est-ce que le Japon va reprendre son programme? Parce que le Japon et l'Allemagne, il se trouve que c'est les deux vaincus de la guerre. Et aujourd'hui, c'est du jamais vu, le Danemark qui prépare des manœuvres militaires en Groenland. Ça veut dire que le Danemark est prêt d'affronter les Américains. Il y a comme une sensation de menace qui plane. Des menaces de guerre, c'est des bruits de bottes, alors que c'était supposé être des alliés. Les États-Unis s'intéressent au Groenland parce qu'il y a des minerais, parce qu'il y a des richesses naturelles, et parce que les Chinois s'intéressent aussi à cette zone du monde. C'est vrai la Russie est très proche aussi. La Russie est proche, etc. Et donc Trump, qui veut un peu fédérer les alliés de l'OTAN, on a commencé par parler du sommet de la Haye, voudrait aussi que le reste surtout les Occidentaux le suivent dans ses choix politiques est menée par la force. Ça veut dire que vous faites des choix, c'est une diplomatie de la force. C'est vrai qu'il y a le chaud et le froid, comme on l'a vu dans le dossier iranien, mais c'est aussi le langage de la force qui est lié, ce que disait tout à l'heure Sofiane, au MAGA, qui est America Great Again. Ça veut dire cette sensation de grandeur. Je vais même poser comme le leader du monde ce qu'ils appellent le monde libre.
Il est dans cette mentalité. C'est juste c'est-à-dire ne pas trop nous étaler. Je voulais juste avec vous, Sofiane Baroudi, parler comment peut-on évaluer ce sommet de l'OTAN, même s'il a été décrit par Trump comme étant un succès. Mais on l'a vu dans cette photo de famille. Elle est très, très révélatrice de toutes les tensions qui existent au sein de cette corporation, qui s'est complètement écartée, je veux dire. Oui. Je pense que l'illustration la plus forte, c'est déjà le timing dans lequel s'est fait ce sommet et la participation de Donald Trump. Parce que déjà, sa participation était le grand événement médiatique. Et donc, le sommet a été quasiment contrôlé par la délégation américaine qui a imposé le rythme au détriment, si vous voulez... Oui, il y avait l'assemblement américain, tout à fait. Au détriment des objectifs que voulaient les autres alliés. Parce qu'il faut se rappeler que le président Trump a décollé pour le sommet de l'OTAN en annonçant un cessez-le-feu au Moyen-Orient, entre l'Iran et l'entité sioniste. D'ailleurs, sur le conflit, et sur l'escalade et sur la désescalade, les alliés ont été complètement écartés. Que ce soit de l'offensive américaine contre l'Iran, que ce soit de l'agression aussi israélienne contre l'Iran, mais aussi contre les velléités de cessez-le-feu. Et c'est dans ce timing-là que le président américain décide d'aller participer au sommet et à imposer le rythme. À mon avis, pour reprendre les propos du président français il y a quelques années qui disait que l'OTAN était en mort cérébrale, je pense que ces propos-là ont vraiment une valeur très importante en ce moment et qu'il y a, si vous voulez, une dynamique de dissension très profonde dans l'ancien ordre euro-atlantique qui n'échappe pas au bouleversement des cartes géopolitiques internationales et qui n'échappe pas aux nouvelles donnes aussi qui sont imposées. Parce que, comme le disait Faisal tout à l'heure, le problème de l'Union européenne, en plus du fait que ça soit, si vous voulez, une organisation non élue, on lui reproche d'être césariste et dictatoriale. Oui, tout à fait. Certains, les peuples lui reprochent cela. C'est le fait qu'elle ne soit pas dotée en réalité d'une diplomatie unifiée, mais aussi d'un appareil défensif et militaire qui soit vraiment cohérent. Et la division elle est apparue clairement avec le dossier de Gaza, parce que Gaza, on le rappelle encore une fois, malgré le martyre du peuple palestinien, presque 60 000 morts aujourd'hui, avec des milliers de disparus et des centaines de blessés. Ce qui s'est passé à Gaza a dévoilé cette hypocrisie, cette grande hypocrisie occidentale, mais également a dévoilé la division des Occidentaux. C'est clair que l'Union européenne n'a pas de politique extérieure. Et il me semble qu'elle n'aura pas de politique extérieure parce qu'il y a des pays qui se prennent pour des locomotives. L'Allemagne qui soutient d'une manière inconditionnelle l'entité sioniste et qui lui envoie même de l'armement, ce qui par le passé considéré comme un tabou. Et vous avez d'autres pays qui sont au sein même de l'Union européenne, comme l'Espagne, qui est quand même un grand pays, comme la Belgique, comme l'Irlande, comme la Slovénie, comme la Norvège, qui ont une autre position. Ces pays reconnaissent l'État palestinien, critiquent la politique de l'entité sioniste, veulent empêcher d'embargo sur les armements. Décident d'embargo sur les armements. Ils veulent aussi que l'Union européenne sanctionne l'entité sioniste Israël avec l'accord d'association. Donc ce monde européen n'est plus uni. Il est divisé. Il est divisé autant sur l'Iran aussi, parce que les positions sur l'Iran n'étaient pas les mêmes, et également sur Gaza et sur d'autres dossiers. À la première épreuve, il a montré vraiment les dysfonctionnements. C'est limite parce que c'est vrai que l'Union européenne est née avec l'idée d'une union d'acier, une union commerciale, économique, etc. Même sur ce plan, c'est du chacun pour soi. Oui, parce que le chacun pour soi, de toute façon, on l'a vu avec la crise du Covid. Parce que la crise sanitaire du Covid a montré la course, parce que chaque pays voulait acheter le vaccin, d'autres voulaient acheter les masques. C'était un vrai scandale, au fait. C'était un scandale, c'est-à-dire que cette solidarité européenne, en fait, n'est qu'une chimère. Et bien avant, avec la crise au Portugal, par exemple, où on a laissé le Portugal se démettre tout seul avec le FMI. La Grèce, oui, voilà, et la Grèce. On a abandonné la Grèce, on a abandonné le Portugal, on a même voulu abandonner l'Espagne. Ça veut dire que cette solidarité européenne, c'est laissé pour les experts, plutôt pour les... C'est juste une vitrine. Il faut rappeler un dernier détail, c'est que le continent européen est un continent qui vit la reprise de conflits de très haute intensité depuis 3 ans avec le conflit ukrainien et qui vit un vrai défi qui est posé non seulement à la sécurité du continent européen mais à la sécurité globale, et que l'attitude a été une attitude pour le moins belliciste, et c'est ce que aussi l'allié américain des Européens leur reproche. Justement, juste pour conclure ce dossier et passer à autre chose, parce qu'on a encore des dossiers qui nous attendent, est-ce que vous ne pensez pas, Faisal Mataoui, que finalement Trump, lors de cette réunion de l'OTAN, a donné le ton aux Européens que désormais, dans leurs relations futures avec les États-Unis, et que Trump a montré beaucoup plus qu'il était l'homme d'affaires, beaucoup plus que l'homme politique, puisque le discours diplomatique n'existait pas avec Trump. Par contre, il est venu pour ramasser la dot quelque part. Disons que le président Trump, il défend après tout les intérêts de son pays. Et à la limite, on ne peut pas lui reprocher ça.
parce que les chefs d'État dépendent des intérêts de leur pays. Il se trouve que les Européens aussi sont très hypocrites par rapport. Il est venu en revanche. Oui, en revanche par rapport à leur relation avec les États-Unis, parce qu'ils voudraient bien, eux, ils négocient en secret avec les Chinois, avec les Russes, négocient aussi avec l'Inde et parfois avec les Sud-Américains. Les Sud-Américains sur le dos des Mercosur, sur le dos des Américains. Et c'est pour ça que Trump il dit, puisqu'on est des alliés, puisque on est au sein de l'OTAN et on est au sein d'autres structures, d'autres entités comme le G7. Et vous avez vu comment il a précipitamment quitté le G7 au Canada, et on sait comment le Canada, la crise entre le Canada et les États-Unis. Donc Trump, oui, il a compris qu'avec les Européens, c'est de cette manière qu'il faut se comporter. Maintenant, plutôt la balle est dans le camp des Européens. Est-ce qu'ils sont suffisamment capables de s'autonomiser des Américains? Oui. Est-ce qu'ils sont suffisamment capables d'agir en bloc économique, diplomatique, politique, sécuritaire et militaire pour ne pas avoir à subir l'influence? C'est tout un débat qui est actuellement au sein de Bruxelles, au sein de l'Union européenne, des institutions européennes. Est-ce que cela est possible aujourd'hui alors qu'il y a une crise économique? Parce que certains pays européens, notamment la France, sont en déclin industriel, ils ont de l'endettement, etc. Oui, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que finalement, ce budget revu à la hausse, budget militaire, va impacter directement donc, la poche des citoyens européens qui, eux, refusent carrément, Sofiane Baroudi, cette initiative, parce que de toute façon, ils se disent qu'on n'est pas concerné par le discours de Trump, au fait. Alors oui, tout le monde sait qu'il y a une crise économique latente sur le continent européen. Et je pense que le conflit ukrainien a attisé en plus cette crise économique et l'a transposée dans une crise énergétique et dans des horizons qui ne sont pas sécurisés, si vous voulez. Et il y a plusieurs mouvements sociaux de grande ampleur. On peut citer le cas de la France, par exemple, qui est très instable socialement. On a vu de grands mouvements, notamment le mouvement des retraites et autres. Donc des coupes budgétaires seraient très très malvenues et verraient probablement l'opposition, notamment des grands syndicats, de la société civile et des partis politiques d'opposition. Et même au-delà de cela, la plupart des observateurs stratégiques indiquent le fait que les armées européennes ne soient pas en réalité prêtes à mener de front un conflit de très haute intensité, comme c'est le cas du conflit ukrainien. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a eu un antécédent récemment, c'est le bombardement des Tupolev, c'est-à-dire des lanceurs stratégiques nucléaires russes, qui augmente encore plus la tension après la prise de Koursk et beaucoup d'événements. Il y a une guerre de très très haute intensité et les armées européennes, la plupart, ne sont pas préparées. Elles ont besoin absolument du soutien américain. Le président Trump leur a dit qu'il n'y aura pas d'engagement américain sur le terrain et que s'il voulait, en réalité, s'il voulait imposer leurs revendications par rapport à la question ukrainienne, il fallait qu'ils interviennent eux-mêmes, ce qu'ils ne sont manifestement pas capables de faire. Pour l'instant de le faire, puisque de toute façon, apparemment, la question ukrainienne risque de durer encore dans le temps, puisque Poutine n'a pas encore décidé, lui, à sa manière de mettre fin. Contrairement donc à ce qui s'est passé avec l'agression contre l'Iran. Alors, l'actualité, monsieur, c'est également l'agression contre l'Iran par l'entité sioniste, et puis surtout comment cette agression a été vue par les médias, qu'ils soient des médias occidentaux ou d'autres mondes, comme chez nous par exemple. On sait très bien que le traitement n'est pas le même par chaque média. Cela donc dépend de là où on se positionne, de là où on voit les choses. Alors comment, messieurs, et pour faire avec vous Faisal Mehtaoui, comment doit-on analyser ce cessez-le-feu qui a été donné sur un ordre et une sorte de sommation? Et puis voilà, hein, comment faut-il vraiment l'interpréter et le lire? Moi, je pense que ce cessez-le-feu a été demandé par l'entité sioniste. Parce que vous avez parlé du discours médiatique. Il se trouve, Leïla, que le discours médiatique occidental, qui apparemment n'apprend pas de leçons de l'histoire, présente ce qui s'est passé, l'agression sioniste contre l'Iran, parce que c'est l'Iran. Parce que c'est l'entité sioniste qui a agressé un pays souverain qui est l'Iran, et qui a violé le droit international en présentant. On ne rougit de rien finalement. On ne rougit de rien. Présenter cela comme une guerre ou une attaque préventive alors qu'elle n'existe pas dans le droit international. C'était le même langage utilisé par les États-Unis lorsqu'ils avaient agressé l'Irak également. Et donc ces médias, je lisais cette semaine certains médias, on nous parle de la défaite de l'Iran. Oui, ça revient de plus en plus. Il faudra bien qu'elle nous explique comment. De quelle manière de quelle manière. L'Iran a envoyé des missiles hypersoniques et balistiques. Et là, on a vu le massacre ou le niveau de destruction
des cibles militaires, parce que l'Iran n'a pas ciblé les civils, contrairement au discours médiatique occidental, parce qu'on a beaucoup ciblé sur ça, et tout le monde a reconnu que c'était une fake news qui est sortie des laboratoires des fake news de l'armée sioniste, a ciblé des cibles stratégiques, la bourse de diamants, parce que c'est important, de Tel Aviv, le siège de Mossad, de l'agence MN, la raffinerie de Haïfa, le port de Haïfa, l'Institut Weizmann, les aéroports militaires les aéroports de le Sud, les bâtiments. On parlera de l'hôpital, hein, juste comme ça, entre on reviendra à l'hôpital, voilà. parce que justement, le cas de l'hôpital. Lui, ça, c'est un cas, après on en parlera. À Téhéran, Téhéran a confirmé aujourd'hui la mort de 71 personnes dans ce bombardement qui a tué des civils. Et cette information, vous ne la retrouverez pas dans les médias sionistes, vous ne la retrouverez pas dans les médias occidentaux. On a complètement ignoré qu'il y a eu des civils qui ont été tués par l'entité sioniste. On a préféré parler des civils qui auraient été tués, parce que là, on est dans le conditionnel par l'armée iranienne qui se défendait contre une agression, mais on a oublié les autres. Donc vous voyez comment le discours médiatique, parfois, il est d'une hypocrisie incroyable. C'est-à-dire, on voudrait vous vendre une image, on voudrait vous imposer un mensonge. On a parlé de la capitulation de l'Iran. Tout à fait, oui. L'Iran n'a pas capitulé. Le cessez-le-feu a été imposé, la paix par la force, par Trump, parce que l'antisioniste n'était plus en mesure, après 12 jours, la guerre de 12 jours, de continuer à répondre à la défense. Mais ça, personne ne vous le dira, hein, parce que personne ne mettra en cause l'effectif militaire. Ce qu'on ne dit pas, ça veut dire que l'économie de l'antisioniste était à l'arrêt. Les gens étaient dans les bunkers. Tout était à l'arrêt. Il y a eu aussi beaucoup de dépenses parce qu'on envoyait des missiles antiaériens. Ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables sionistes. Parfait, Faisal. Gardez l'idée juste après cette petite pause et on revient au débat. Alors, on revient vers vous, bien sûr, je reviens vers vous, Faisal, pour continuer de là où on s'était arrêté, à savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai que les médias, quand ils vous orientent, c'est-à-dire qu'on essaye de vous faire croire et vous faire avaler de grosses couleuvres, alors qu'on sait très bien que pendant plus d'une année, les hôpitaux, par exemple à Gaza, ont été complètement mis à terre et qu'il a fallu qu'un hôpital soit touché, par exemple à Tel Aviv, que tout le monde s'est indigné. Absolument, l'hôpital n'était pas ciblé, c'est une cible qui est juste à côté, bien sûr, le criminel de guerre Netanyahou, criminel de guerre parce qu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale et qu'un jour ou l'autre il finira bien, voilà. Absolument. C'est un poste de commandement du renseignement militaire qui a été ciblé. Qui a été ciblé à côté de l'hôpital, il est vite parti avec les caméras. C'est un dommage collatéral. Oui, les caméras pour dire voilà, l'Iran est en train de cibler un hôpital alors que son armée, l'armée sioniste, a ciblé l'hôpital de Evin à Téhéran et on en parlait. Il y a eu même des familles qui étaient venues visiter leurs proches détenus ont été tués dans son bombardement qui, bien sûr, passait sous silence. Personne ne parlait de ça dans les médias occidentaux. À la limite, on s'en fout. Hein. Oui, non, mais ça veut dire qu'il y a une hypocrisie, il y a un dépôt de mesures. Oui, pourquoi on ne parle pas de cet hôpital qui est une cible civile, clairement civile? Et pourquoi on ne parle pas des hôpitaux de Gaza détruits à 90% par l'antisioniste? Des malades ont été tués à l'intérieur. Des bébés qui étaient dans les couvettes ont été tués par cette armée criminelle, par les bombardements contre Gaza, mais on prépare parler de l'hôpital qui a été touché partiellement par un missile iranien. Et vous aurez remarqué, un pays agresseur. Oui, vous avez remarqué qu'il y a eu beaucoup de silence, pas uniquement sur le cas de la prison d'Evin, des silences sur les drones qui ont été abattus par l'armée iranienne, des drones supposés être très sophistiqués il y a des dizaines qui ont été abattus, les F-35. Pourquoi on ne parle pas des F-35 américains qui ont été abattus Non, on n'a pas du tout communiqué sur ces pertes militaires. Parce qu'il ne fallait pas remettre en cause la démoraliser les troupes. Il ne fallait pas remettre en cause la supériorité supposée de l'armement américain. Et du dôme. On a même vu ça dans la guerre qui n'a pas duré entre l'Iran et le Pakistan. On a ignoré, on a omis de l'Inde. De l'Inde, oui. L'Inde et le Pakistan. On a vu ça, comment il y a aussi de l'armement supposé être sophistiqué a été abattu. Maintenant, capitulation de l'Iran. Permettez-moi, Leïla, de revenir, mais rapidement. Au départ, rappelez-vous, Netanyahou et ceux qui le soutiennent avaient dit qu'ils agressent l'Iran pour
détruire le potentiel atomique iranien, 2, changer le régime, et 3, démanteler le système balistique et le programme balistique iranien. Aucun de ces objectifs n'a été atteint. Ça veut dire que celui qui a perdu la guerre, c'est bien l'entité sioniste, oui. pas l'Iran. Oui. Donc les médias qui parlent de capitulation et de défaite iranienne devraient peut-être réviser d'abord leur cours de journalisme, de cours de géostratégie, et troisièmement, peut-être remettre en cause leur propre conscience. Oui, c'est vrai que Sofiane Baroudi, lorsqu'il y a eu cette guerre de 12 jours, alors durant les 12 jours, on empêchait cette population sioniste, si vous voulez, qui vit dans les territoires occupés et qui occupe bien sûr un territoire qui n'est pas le sien, d'abord de filmer, d'abord de publier, de dire quoi que ce soit, sur donc toute, si vous voulez, cette panique qui a finalement touché cette population qui n'a jamais connu la guerre, parce que c'est toujours une population qui s'est crue bien protégée par un dôme de fer qui a montré finalement toute sa défaillance. Alors oui, ce qu'on a remarqué, c'est que les médias occidentaux, qui sont d'habitude les chantres de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, n'ont pas trouvé quoi dire par rapport au procédé de censure militaire qui est adopté par l'entité sioniste d'une manière claire et assumée même. Il y a même eu des interdictions pures et simples à des correspondants internationaux de filmer notamment les dégâts qui ont été causés par les différents bombardements iraniens, notamment dans des zones qui sont des zones assez sensibles et des zones militaires. Par exemple, l'histoire de l'hôpital, personne n'a dit qu'il s'agissait d'une zone stratégique hautement militaire. C'est ce qu'on appelle le commandement du front sud. Et c'est de là que partaient notamment les différentes expéditions pour l'agression et pour le génocide à Gaza. D'ailleurs, la cible, c'était le poste de commandement principal du renseignement militaire sioniste, et même l'hôpital qui a été touché comme dommage collatéral abritait des soldats qui ont été blessés, notamment à Gaza. Il y a eu d'autres cibles qui ont été ciblées, notamment dans la région du Negev occupée à côté de Beersheba, et c'est toutes des cibles militaires, notamment des aérodromes militaires. On a remarqué aussi qu'il y avait, en plus de la censure militaire accrue, un contrôle, y compris des images qui filtraient sur les différents réseaux sociaux et au niveau de la communication digitale. C'est-à-dire qu'il y a un peu implicitement une forme de complicité de la part des grands détenteurs de ces médias sociaux qui sont devenus très puissants, qui veulent justement atténuer l'impact de la guerre psychologique, parce qu'il y avait une dimension psychologique très très importante à cette escalade au Moyen-Orient, que l'Iran, à mon avis, a réussi à remporter, même avec des moyens qui sont à la base des moyens, on va dire, de guerre asymétriques, parce qu'il s'agissait d'un conflit face à des grandes puissances qui maîtrisent notamment l'appareillage technologique et les guerres informationnelles. Il y a aussi des aspects, à mon avis, très importants. C'est le fait qu'on a remarqué que l'opinion publique internationale s'est beaucoup solidarisée avec l'Iran. Pourtant, il y a eu un travail. Exactement. C'est le travail de 40 ans de diabolisation du régime iranien et de la révolution iranienne qui est complètement tombé à l'eau. L'État iranien a réussi à amasser des sympathies non seulement dans le monde musulman et dans le monde arabe, mais bien au-delà, exactement, grâce à l'attitude qu'a eu l'Iran dans le soutien au peuple palestinien, parce que la cause palestinienne est redevenue, voire est devenue une cause au centre des préoccupations. On a notamment remarqué, par exemple, aux États-Unis, une démarcation claire des populations et des masses populaires. Il y a eu une démarcation avec l'attaque américaine contre les centrales nucléaires iraniennes. Il y a eu aussi une démarcation au niveau médiatique. Par exemple, le président américain a critiqué virulemment l'attitude de certains médias qui sont des médias mainstream. Pourtant, je pense notamment à CNN et au New York Times, parce qu'il y a aussi dans le mainstream occidental des visions différentes par rapport au bilan. Quand les Américains, par exemple, quand Fox News dit que tous les objectifs ont été atteints, CNN vient et dit que les objectifs n'ont pas été atteints, que l'opération était trop coûteuse, qu'elle était trop risquée, parce qu'il ne faut pas oublier aussi un autre problème que les médias occidentaux n'ont pas évoqué, c'est les risques sur la prolifération nucléaire et les risques aussi d'irruption radioactive et des effets. Pourtant, c'est un thème qui est normalement réputé cher aux défenseurs de la liberté de la presse et aux humanistes du monde entier. D'autres en ont parlé, par exemple le représentant de l'Algérie aux Nations Unies a parlé de la nécessité de revenir aux mécanismes internationaux qui permettent la lutte contre la prolifération nucléaire, qui empêchent justement l'attaque contre des sites nucléaires qui peut être dangereuse et qui peut ouvrir la boîte de Pandore justement d'un conflit éventuellement nucléarisé. Ça, c'est un autre point qui est important. Il y a aussi un autre point, c'est le rôle de l'AIEA.
certains médias, on va dire alternatifs, ont essayé d'examiner le rôle qu'a eu l'AIEA, notamment concernant le rapport qui était un peu tronqué. Avec son responsable. Exactement. Mais la plupart des médias masses et des médias occidentaux ont vendu le rapport comme étant, si vous voulez, un casus belli offert pour justifier l'agression sioniste. Absolument. Même si c'était le cas, pardon, Faisal, même si c'était le cas, je veux dire, même si c'était le cas, est-ce que c'est à l'Iran de frapper? Pourquoi l'Iran, à l'entité sioniste de frapper? Est-ce qu'ils se considèrent comme étant le gendarme du monde? Ils veulent jouer ce rôle de gendarme alors qu'eux-mêmes ils ont des têtes nucléaires, ils ont un site nucléaire à Demona qui n'a jamais été contrôlé, il me semble, si je me trompe, par l'AIEA, qui est une agence qui visiblement a été créée uniquement pour l'Iran, alors que l'Iran, il a le droit d'avoir d'utiliser d'enrichir son iranien pour des objectifs civils, effectivement. Civil, il a le droit, et pourquoi pas une bombe? Allez, on va pousser, on n'est pas belliciste. Même à 70%, je pense qu'on reste dans l'enrichissement à des profits civils. L'Iran respecte complètement ce qui est prévu par le traité de non-prolifération. Et tout le monde le dit, y compris tous ces gabards de responsables sécuritaires américains. Absolument, il y a même des caméras de l'ONU, de l'AIEA, dans les installations. Mais ce que disait Sofiane tout à l'heure est très important, parce que vous avez remarqué que ça s'est passé dans le langage normal. On a bombardé des installations nucléaires. On peut imaginer... On a banalisé la chose. On a banalisé. Il y aurait pu des émanations, il y aurait pu des fuites radioactives. Il faut qu'il y ait une enquête en réalité de l'AIEA. Normalement, il y a une enquête. Il aurait pu y avoir des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions de morts dans toute la région. On s'en foutait, excusez-moi l'expression. Les gens passaient comme si c'était normal. Oui, on peut bombarder des installations nucléaires. Imaginons que c'est l'Iran qui est allé bombarder les installations nucléaires d'un pays occidental. Et de moindre intensité peut-être, et on aurait fait tout un Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, voilà, ils veulent commettre un massacre à grande échelle, c'est la destruction massive. D'ailleurs, ça s'est passé, pardon Faisal, en Ukraine, par exemple, il y a eu 3 ans de conflit de très haute intensité. L'Ukraine abrite 7 centrales nucléaires. Il y a eu l'affaire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. On a accusé à tort la Russie à plusieurs reprises d'avoir bombardé, de vouloir provoquer un incident nucléaire dans la centrale de Zaporizhzhia, alors que de l'autre côté, c'était l'armée ukrainienne qui avait bombardé à un moment le barrage de Novakhovka qui pouvait justement occasionner un incident nucléaire, mais les médias occidentaux n'ont pas parlé. On focalisait que sur le Zaporizhzhia et le bombardement russe. Et sur justement la Russie par rapport à Zaporizhzhia, parce que même les Ukrainiens, quand ils ont bombardé le barrage qui aurait pu occasionner un incident nucléaire, ceci n'a pas été examiné d'une manière objective. C'est tout ce qu'on demande, c'est une objectivité par rapport au traitement d'informations. C'est pour ça que le comportement de l'AIEA est douteux. C'est un comportement douteux qui pose beaucoup de questions. Rappel Grossi publie son rapport le 12 juin, où il accuse l'Iran de ne pas donner toutes les informations sur le programme nucléaire, et donc cet sioniste le bombarde le lendemain. Donc il y a clairement il y a un lien entre l'AIEA et Tel Aviv. Alors que Faisal, rappelons-nous, juste avant qu'il y ait ces bombardements, l'AIEA avait dit que l'Iran, parce qu'ils étaient en cours les négociations et que tout fonctionnait le plus normalement du monde, que l'AIEA disait que non, plutôt l'Iran a fourni tous les documents et que tout fonctionne bien et que nous approchons effectivement d'une solution. Voilà. Et du coup, il y a eu ces bombardements. Alors on se pose la question, est-ce que réellement il n'y a pas eu cette volonté justement de saboter cet accord? Mais je pense que l'AIEA et d'ailleurs des médias iraniens accusent Rappel Grossi, son président, d'être proche du Mossad israélien. Personnellement, je n'écarte pas cette thèse, parce que quand on écoute Rappel Grossi, c'est toujours à charge contre l'Iran, alors qu'il a été autorisé à visiter au moins à 2 reprises l'Iran. Il est parti en Téhéran, il a vu les installations, etc. Et malgré ça, il tient un discours d'où parce qu'on parlait dans cette émission et dans des émissions là de la nécessité de revoir le système mondial, comment il est organisé aujourd'hui, que ce soit les agences de l'ONU, onusienne, que ce soit le Conseil de sécurité qui, encore une fois, a montré ses limites par rapport à cette guerre. Bon, il a fait des appels, etc., mais il n'a pas empêché des agressions. Parce que il faut rappeler que l'Iran, qui est un État souverain, qui est membre de l'ONU, qui est membre du Conseil, qui est membre de l'ONU, qui a signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, qui respecte ses engagements internationaux, a été agressé par 2 États. Son souveraineté a été agressée par de l'entité sioniste et par les États-Unis. Il faut relever en parenthèse que l'entité sioniste n'a pas agi seule.
Je parle des services secrets. On nous a présenté le Mossad comme un grand service qui a réussi le coup d'éclat en tuant c'est des assassinats politiques qui sont assumés publiquement, mais qui ne sont pas poursuivis. Normalement, c'est des crimes de guerre. Bombarder un hôpital, bombarder des quartiers civils comme le plan antisioniste, c'est des crimes de guerre. Et tuer des responsables d'un pays souverain, c'est également des crimes de guerre. C'est passé, ça s'est banalisé. Ça, c'est le rôle des médias, parce qu'on est des émissions sur les médias. On a banalisé ce discours où l'antisioniste s'offre le droit de tuer. Ils ont même menacé de tuer Ali Khamenei, qui est justement. Le guide de la révolution. Ça veut dire on se donne le droit, nous, occidentaux, de faire ce qu'on veut. C'est la politique du cow-boy. On va éliminer un chef d'État en exercice et on dira que oui, c'était bien pour l'humanité, parce qu'ils sont là, à décider ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour l'humanité. Pourquoi l'Iran n'aurait pas sa bombe nucléaire comme là, les États-Unis, comme là, la Grande-Bretagne? Et pourquoi, si on inverse la vapeur, pourquoi ce n'est pas l'Iran qui se sentirait menacé? Absolument, l'Iran est menacé. Mais tous les pays de la région se sont menacés. D'ailleurs, récemment, par exemple... Mais c'est l'Iran qui est en train d'enrichir. On a vu des déclarations. Elle ne ferait pas un geste dans ce sens. Oui. Dans le sens de la lutte contre la prolifération, on a vu, bon, c'est une revendication historique déjà des pays arabes de la région, le fait qu'il y ait une inspection sur le réacteur de Dimona et des pressions sur l'entité sioniste pour qu'il y ait une dénucléarisation. Parce que clairement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la seule puissance qui menace la région de par l'arme nucléaire, c'est l'entité sioniste. Récemment, il y a eu d'anciens responsables saoudiens notamment qui ont déclaré sur les médias qu'il était nécessaire qu'il y ait une reprise et une prise en charge par la communauté internationale de la nécessité de dénucléariser l'entité sioniste qui est une menace pour la paix dans la région. Parce que quand le président américain dit on veut arriver à la paix dans la région, cet objectif ne peut pas être atteint s'il y a un déséquilibre et s'il y a une puissance nucléaire et que les autres sont tributaires. C'est pour ça que Benjamin a dit qu'il faut vraiment aller vers une dénucléarisation de toute la région. Parce que rappelez-vous, Sofiane, rappelez-vous qu'il y avait un responsable sioniste lorsque l'agression contre Gaza a commencé. En octobre 2023, il avait même menacé d'utiliser le nucléaire contre les civils. Parce que c'est vrai, s'il y a une entité qui menace la paix mondiale, pas uniquement le Moyen-Orient, la paix mondiale, parce que l'impact serait mondial. Qui est en train de mener des attaques contre les civils, qui agresse ses voisins. L'entité sioniste a agressé l'Irak, la Syrie, le Yémen. Ils ont bombardé hier au Liban. Encore le Liban continue de violer le cessez-le-feu. Ils violent des cessez-le-feu. Ils ont violé le cessez-le-feu à Gaza. Au Liban. Ils risquent même de violer le cessez-le-feu avec l'Iran. Et on bombarde le Yémen. C'est un État qui exporte l'instabilité, qui exporte l'agression. Et l'agression. Et vous trouvez toujours des penseurs, entre guillemets, des philosophes, Jean-Bernard-Henri Lévy, qui trouvent des arguments à ce criminel de guerre, suprémaciste, raciste qui est à Tel Aviv. Comment peut-on, Faisal, à ce point lâcher des balivernes aussi grossières et très difficiles à avaler et pourtant être persuadé que cela va convaincre ceux qui écoutent, par exemple, comme BHL, par exemple, en disant que ce que fait aujourd'hui l'entité sioniste est tout à fait vrai, lorsqu'on entend également les médias, la façon avec laquelle ils se positionnent, lorsqu'ils parlent de défaite, lorsqu'ils parlent de... Vous savez, il y a quelques jours, il y a eu Leïla, un chroniqueur sur une chaîne belge, un belge qui s'appelle les News 24, où il disait que non, il n'y a pas de problème de famine à Gaza. Tout va bien. Il n'y a aucun problème, tout va bien. Oui, c'est une belle croisière. Les gens de Gaza mangent un village touristique. Non, des crêpes avec du Nutella. Et ça a fait scandale en Belgique. Heureusement qu'il y a quand même des gens qui ont de la conscience vive dans ce pays. Il faut saluer la politique de la Belgique par rapport à Gaza, parce que c'est un pays qui a eu quand même, qui dépend du droit international, qui dépend du droit humanitaire. Je donnerai seulement le nom, si vous voulez, Leïla, de cette personne de sinistre réputation qui s'appelle Alain Koupchik. C'est bizarre comme nom. Directeur de l'SBL Images, l'Institut de la mémoire audiovisuelle juive, qui a dit, je le citerai, vous voyez comment on peut, et c'est passé à l'antenne, comme si, mais bien sûr la direction de l'antenne de les News 24, LN24, a licencié ce chroniqueur qui... Parce qu'il y a eu des critiques par la suite. Des critiques, parce qu'il y a une réaction très très vive sur les réseaux sociaux, heureusement. Il disait, les camions n'ont jamais cessé d'arriver à Gaza. On a beau faire des couvertures de l'humanité, il parle du journal de gauche français, en traitant Netanyahou d'affameur de Gaza, c'est un hoax pour lui. Et il a ajouté que les Palestiniens mangeaient donc
du crêpe à Nutella. Il y a une autre femme, parce que il y a des gens qui sont capables de dire des énormités, des horreurs à l'antenne, avec un mensonge qui peut, parce qu'on pense, c'est du mépris, c'est plus comme que le Goebbels mensonge. le disait, là on est dans le mépris. c'est un mépris, c'est un mépris des êtres humains, c'est un mépris du droit, c'est un mépris de la vérité. Il y a une essayiste éponymiste qui se trouve être la vice-présidente de la RTBF, Radio-Télévision belge, qui s'appelle Nadia Geert, qui dit simplement que non, quand on va sur Google, on va chercher, on trouve qu'il y a des restaurants ouverts à Raza. Vous voyez donc comment oui, les restaurants du cœur. Donc les Bernard-Henri Lévy, les Alain Koupchik et Nadia Geert, ils sont nombreux, parce que aussi ça pose des questions à la pluralité dans le média, et ça pose une question à la démocratie. Est-ce que ces propos passent tout à fait normal, il n'y a pas de poursuite pénale, mais si vous dites quelque chose sur l'Holocauste, si vous remettez en doute l'Holocauste, si vous traitez même le terme génocide, si vous le dites à l'antenne, on vous attaque. Oui. On vous traite d'antisémite. Oui. Parce que maintenant, dès que vous parlez de génocide, d'atrocité, etc., où est la liberté d'expression? Où est la liberté de dire la vérité? Et ça pose le problème de qui détient les médias aussi. Oui, avant de revenir, juste un petit point tout à l'heure que vous avez soulevé tous les deux, messieurs, c'est par rapport au fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à même menacer la personne de Khamenei en disant est-ce qu'on ne peut pas l'éliminer pour changer de régime. Ce même discours, rappelez-vous, Sofiane Baroudi, a existé avec Poutine sur les plateaux de télévision où on disait de manière très claire, de manière très culottée, y a-t-il pas quelqu'un pour tuer Poutine? Oui, on disait ça. Pardon, Sofiane, rapidement. Oui. On avait dit ça pour Saddam Hussein. On a tué Saddam Hussein. Et on a tenté de détruire l'Irak. Tellement ouverte, tellement. Oui, on avait dit ça pour Muammar Kadhafi en Libye. Et on voyait dans quelle situation est la Libye. Et on l'a fait pour d'autres dirigeants. Ça veut dire que les Occidentaux, non. Ils ont déjà un passif, ils ont déjà un passé. Et ils l'assument. Et parfois au nom du droit, ce qui est curieux. Parce qu'en plus d'une agression militaire, ce qu'a fait l'entité sioniste, c'est clairement une ingérence politique dans les affaires iraniennes. Il s'agissait clairement d'un objectif de ce qu'on appelle regime change, c'est-à-dire de faire chuter le régime de Téhéran, de le remplacer éventuellement. Et à mon avis, ça allait beaucoup plus loin que ça. L'objectif était vraiment l'éclatement de l'État national iranien pour créer une situation de somalisation, de balkanisation dans la région qui aurait arrangé les affaires et les calculs de l'entité sioniste. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais changer de régime, je crois que non, je ne vais pas changer de régime. Le problème, c'est que, si vous voulez, l'État iranien a vraiment montré une résilience très importante et que ça a aussi démontré, si vous voulez, la fiabilité des anciens plans. Parce que l'assassinat ciblé, c'est vraiment une spécialité du terrorisme que pratique l'entité sioniste. D'ailleurs, il y a eu l'assassinat de plusieurs chefs militaires, de scientifiques qui sont des civils. Aussi, il y a eu l'assassinat avant ciblé de beaucoup de civils dans toute la région et aussi ailleurs dans le monde. On se rappelle par exemple de Chatlaal avec l'assassinat d'Abu Djihad en Tunisie et autres. C'est-à-dire que c'est un procédé qui est vraiment... du Hezbollah. Aussi, Hassan Nasrallah, c'est vraiment quelque chose qui est repris de manière catégorique, mais personne ne dénonce cela alors que c'est clairement du terrorisme qui est assumé. Après, il y a aussi une nuance à apporter sur la notion de cessez-le-feu, parce que tout le monde reprend en cœur le terme cessez-le-feu, alors qu'il s'agit tout au plus d'une trêve momentanée en attendant la reprise d'un processus de négociation qui pourrait amener un cessez-le-feu. Parce que pour l'instant, même la reprise des négociations n'est pas encore entérinée. Les négociations devront comprendre, en plus du cessez-le-feu avec l'Iran et éventuellement d'un accord nucléaire aussi, un cessez-le-feu à Gaza et l'acheminement des aides humanitaires nécessaires et, si vous voulez, l'arrêt de l'occupation. Il y a la question du Yémen aussi qui devra être posée éventuellement dans les négociations. D'ailleurs, la situation continue encore en mer Rouge. Il y a eu des attaques depuis le Yémen qui ont ciblé des régions dans l'entité sioniste et qui ont atteint leur cible parce que le système de défense sioniste a été saturé et a été sérieusement amoché par les attaques iraniennes. D'ailleurs, les sionistes ont été obligés de reprendre des systèmes de défense qu'ils avaient vendus à leur allié marocain. On parle des systèmes Barak MX qui ont été repris la semaine dernière pour justement pallier au déficit. C'est un peu ça. Qui ont été vendus. Donc, ils ont été vendus et on veut les reprendre pour pallier justement la carence. C'est terrible, vraiment. On est dans la dérision la plus totale. La résilience de l'Iran va amener beaucoup de stratèges à revoir, stratèges qui soutiennent l'entité sioniste à revoir leurs calculs. Parce que le cessez-le-feu, s'il y a eu un cessez-le-feu ou un arrêt ou une trêve
avec l'Iran, c'est parce que l'Iran a montré une grande capacité de résistance. L'Iran a des missiles balistiques, et l'Iran a des missiles hypersoniques, et je pense que l'entité sioniste est une entité qui ne comprend que ce langage. Parce qu'elle agresse les enfants à Gaza. On continue de tuer les gens dans les tentes, comme aujourd'hui. À Gaza, des femmes et des hommes et on les brûle des enfants, vivants, on les brûle vivants, on les enterre vivants. On continue à agresser les gens qui vont chercher de la nourriture. On met de la drogue dans la farine qui est distribuée, du poison qui est distribué à des êtres humains, etc. Mais en même temps, on a peur du lait pour les enfants. Mais en même temps, de l'autre côté, on montre une telle lâcheté. Et c'est pour ça qu'il y a ce cessez-le-feu. Et je pense que la résilience montrée par l'Iran devrait ouvrir les yeux de certains partenaires arabes de l'entité sioniste qui continuent à la défendre. Les accords d'Abraham. Parce qu'aujourd'hui, l'Iran, demain, c'est eux. Parce qu'ils ont oublié que la politique de la terre brûlée pratiquée par l'entité sioniste continue depuis plus de 20 ans. J'allais dire depuis la Nakba en 1948. Parce qu'à chaque fois, il y a une exportation de la guerre, il y a à chaque fois déstabilisation des nations et des pays. C'était la Libye, c'était le Soudan division 2. La Somalie qui a été... monstre, il finira par se retourner. Absolument, la Somalie qui a été réduite, elle est revenue au Moyen-Âge pratiquement. Le Yémen qui a été aussi bombardé, il ne faut pas l'oublier. L'Irak. La Syrie aujourd'hui, on est en train de faire circuler. Un monde arabe complètement effrité. Théoriquement, la résistance iranienne devrait aussi encourager ceux qui pensent qu'il est possible de répondre à l'agression sioniste par les moyens militaires. Oui, alors, et comme il ne nous reste plus que 2 minutes pour cette partie, Sofiane Baloudi, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, cette agression de l'entité sioniste contre l'Iran n'a fait que dévoiler toute la fragilité d'un État qui s'est toujours targué d'être un État surpuissant, en fait? Alors, on savait déjà que, dans une logique de guerre, l'entité sioniste n'arriverait pas à tenir sur une guerre de longue haleine, sur une guerre d'usure ou une guerre d'attrition. Ils ont eu l'habitude de guerre éclair, un peu de blitz. Cette configuration actuelle a démontré justement la fragilité. À mon avis, ça aura un impact, y compris sur les différentes alliances qui ont été tissées, notamment avec certains acteurs du monde arabe qui ont misé leur va-tout sur une alliance belliciste et coloniale avec l'entité sioniste. Je pense notamment au Maroc, qui n'est pas rassuré, qui subit aussi une situation de contestation populaire très profonde. Le Maroc qui a servi aussi d'aide. Exactement, d'aide logistique. Parce que quand l'Espagne, par exemple, Faisal en parlait, refusait d'acheminer des armements vers Gaza, c'est le port de Tanger qui servait d'appelant pour acheminer des armements qui servaient à massacrer des Palestiniens et qui servaient le génocide. Qu'il se posait du côté de l'entité sioniste dans cette guerre. Et il a même reçu des criminels de guerre pendant le génocide. Il y a une coopération militaire assez approfondie. Absolument. Il y a des bases militaires. Il y a, comme je le disais, un système de défense d'ailleurs qui a été repris directement, ce qui fait se poser beaucoup de questions sur les tenants et les aboutissants de cette alliance qui est de toute évidence très défavorable à la partie marocaine, qui est plus que discutée, qui est très contestée, qui indigne tout le monde dans le monde arabe. On a vu de plus en plus, si vous voulez, d'observateurs, de journalistes, notamment d'Égypte et du Moyen-Orient, contester justement le rôle marocain. Voilà, c'est ainsi que prend fin donc notre émission. Hélas, on n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets, tellement les sujets abordés ont été très intéressants, à plus donc d'un titre. Je remercie Faisal Metaoui d'avoir été avec nous, cette chroniqueur à Mediapro. Merci à vous également, Sofiane Baloudi, notre journaliste rédacteur à Al24 News. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mediapro. Au revoir.